qu'il y a des tas d'activités que font d'autres universités sur l'accueil des étudiants, mais quelles leçons en tirer surtout? Je pense que c'est une analyse, l'analyse que je vais livrer aujourd'hui, sur les services aux étudiants, les services au personnel. On se rend compte qu'au final, notre action, elle s'étale sur différentes échelles. C'est comme vous le disiez, les services en lien avec nos partenaires. Moi, je considère que notamment tout ce qui est services de première nécessité, on parlait du logement, même si on ne va pas s'attarder dessus, la restauration, le transport, ça c'est un axe majeur, un service majeur. Ces services, on les gère directement en lien avec nos partenaires du territoire. Je pense aux régions, aux métropoles, et c'est l'un des premiers piliers des services aux étudiants, des services au personnel, cet élément-là. Et puis également, derrière les services, c'est aussi les services que l'université gère elle-même. Alors là, on est davantage plus dans la première nécessité, mais dans la qualité de vie. Comment est-ce que l'université fait de ses campus, non pas simplement des lieux complètement déshumanisés, mais véritablement des espaces apprenants, des espaces de vie, des espaces de pratiques culturelles, associatives. Comment est-ce qu'on ouvre nos campus? Mais ça, c'est l'idée, les enjeux pour nous de ces services. Je peux citer en effet les BU. Je pense aussi à un service qui est pas forcément très bien perçu, mais c'est l'information. C'est pas matérialisé par un service comme une direction du patrimoine, une direction de la vie étudiante, mais l'information, la perception de l'information par nos étudiants, c'est l'une des responsabilités majeures de l'université, et on doit s'attarder sur la qualité de cette information et sa perception. Les enjeux derrière, comme je le disais, c'est la construction de notre communauté. Construction d'une communauté universitaire, c'est également l'amélioration du quotidien des étudiants, des personnels. Et puis, vous le disiez, en termes de retour sur investissement, c'est notamment l'aide à la réussite. Alors voilà, les services gérés par les universités, les services gérés en lien avec nos territoires, et puis également des appuis pour nous, les universités, en matière de vie étudiante, en matière de services, c'est les associations, c'est les porteurs de projets, ce sont des relais de nos politiques de vie étudiante. Je vais prendre un exemple à l'université de Nantes. Certains ont pu assister à un débat qui a eu lieu ce matin et on en parlait. La politique de relations internationales de l'université de Nantes ne serait pas la même si, en appui, on n'avait pas une association qui s'appelait Autour du Monde et qui, au jour le jour, œuvre dans les campus pour améliorer l'accueil des étudiants internationaux, aider également au départ. Donc voilà, différentes facettes sur les services. Et puis vous parliez de retour sur investissement, c'est en effet la qualité de vie, mais c'est aussi pour moi un élément majeur qui est l'implication des acteurs de l'établissement. En mettant en place ces services, on favorise l'implication. Et je pense que l'université, quand elle met en place les services, ce genre de services, ne doit pas être simplement dans une logique descendante. Il y a un besoin, je vais mettre en place un service. On doit être dans une coaction permanente. Prenons l'exemple des BU. Aujourd'hui, les BU, Noctambu, médecine, ouvrent en effet jusqu'à 23h30. C'est un service, on répond à un besoin, à une évolution des pratiques, mais derrière, il faut que l'utilisateur, l'étudiant, un membre de la communauté, nous fasse un retour sur ce service, parce qu'on doit prendre en compte des améliorations. Je prends un exemple, c'est anecdotique, c'est ce qui s'est passé à Nantes. On n'avait pas envisagé, en ouvrant jusqu'à 23h30, que l'étudiant, on empiète sur son temps personnel, on répond à un besoin, mais on empiète sur du temps personnel, qui est notamment le temps du dîner. Et ça, ce n'était pas prévu. L'étudiant, il venait travailler, mais il n'avait pas d'espace pour dîner, les bâtiments étaient fermés, pas de service de restauration. Donc, il faut s'adapter, et cette coaction, elle est nécessaire, parce que sinon, on est dans un dispositif approximatif, et on ne remplit pas notre mission. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire sur l'université de Nantes. On va revenir là-dessus, mais on sent bien que dans cette notion d'investissement, il y a des budgets contraints aujourd'hui. On ne va pas revenir sur le tour de chaque université, mais Khaled Bouabdallah, comme vice-président de la CPU, il a une vision globale de la situation un peu compliquée au niveau financier des universités. Les choix aujourd'hui peuvent-ils être faits en termes budgétaires sur ces notions de service, alors qu'on sait qu'il y a des contraintes sur la recherche, sur les formations, etc. Comment ça se passe dans une université ? Et là, on va parler très directement dans la relation avec les enseignants-chercheurs qui souvent plaident pour leur paroisse, etc. Et l'étudiant est vu surtout comme une denrée peut-être pédagogique, peut-être un futur docteur, mais peut-être pas un investissement dans la globalité. Je suis pas langue de bois là-dessus, je préfère dire les choses telles qu'on les ressent souvent.
Non, c'est pas langue de bois, pardon, mais c'est un peu caricatural quand même. Je voudrais quand même dire que les enseignants-chercheurs, dont je suis, s'intéressent quand même aux étudiants en tant que personnes et s'intéressent à la qualité de la formation qu'ils peuvent leur distribuer et aussi au devenir de ces étudiants ensuite. Donc je crois qu'il ne faut pas trop caricaturer, mais c'est vrai. Néanmoins, ce que vous dites, effectivement, il y a un fond de vérité, c'est que quand on fait des choix d'investissement, pour le coup, si on raisonne en termes d'investissement, effectivement, on a arbitré entre différentes situations et on peut être amené à raisonner. Moi, ça me fait pas peur de parler comme ça. On peut être amené à raisonner en termes de retour sur investissement. C'est pas le mot en soi ne pose pas de problème, étant entendu que les retours sur investissement, selon ce dont on parle, ne sont pas forcément de même nature. Et là, je rejoins ce qui a été dit à l'instant par le vice-président étudiant. La question de la réussite étudiante, pour nous, université, c'est une vraie façon de mesurer le retour sur investissement. Alors on sait bien que les explications qui vont être à l'origine de la réussite étudiante sont extrêmement complexes, multifactorielles, etc. Et que c'est pas parce que on aura amélioré la qualité de vie étudiante qu'il y aura forcément un lien immédiat, une corrélation immédiate et évidente entre les deux. Mais ceci étant dit, on sait aujourd'hui que l'amélioration de la qualité de vie étudiante, l'amélioration du cadre dans lequel les étudiants étudient, mais y compris la qualité des bâtiments, la qualité des matériels pédagogiques, et ensuite tout ce qui fait la vie de l'étudiant en dehors de l'acte de formation lui-même, tout cela contribue à la réussite étudiante. Et pour nous, c'est une vraie motivation d'investir dans ces aspects-là. Ceci étant dit, pour revenir au début de la question, qui était aujourd'hui dans un contexte un petit peu contraint du point de vue budgétaire, c'est vrai que on a déjà mis un certain temps à s'approprier l'idée que ce dont je viens de parler était important. Et aujourd'hui, on risque effectivement d'être ramené à nos vieux réflexes pour des raisons économiques. Mais on aura la même chose pour, par exemple, des investissements qui vont concerner les chercheurs pour refaire des bureaux, etc. Parce qu'on mettra l'accent sur des priorités et que les priorités des priorités, c'est quand même qu'il y a un enseignant en face d'étudiants, qu'ils aient une chaise et une table, enfin un minimum de choses pour étudier et que pour les chercheurs, ils aient un minimum de cadre de travail pour faire leurs recherches. Donc effectivement, le contexte économique et budgétaire peut nous amener à faire des choix qui ne vont pas dans le sens que je décrivais à l'instant, alors que c'est un point important. Alors vous avez, dans l'introduction, vous avez fait référence aux bibliothèques. Je crois que sur les bibliothèques, par exemple, là aussi, on a des études, y compris des études extrêmement sérieuses, qui montrent qu'il y a un vrai lien entre l'accroissement des horaires d'ouverture et la réussite étudiante. C'est évident. Alors moi j'aurais juste sur la question des bibliothèques, et ce que vous avez dit est tout à fait juste sur les bibliothèques en France, bibliothèques universitaires notamment, on peut regretter en effet que le programme des investissements d'avenir ne s'est pas intéressé. Les assises s'y sont peu intéressés, mais le programme des investissements d'avenir ne s'est pas intéressé aux bibliothèques universitaires, alors qu'elles sont dans un état effectivement qui mériterait qu'on s'y intéresse de très très près, et surtout compte tenu de ce qu'elles représentent dans la qualité des formations qu'on peut dispenser. Merci Khaled Bouabdallah, ça me donne une transition avec Christophe Perales. C'est une tribune très Versailles-Saint-Quentin, entre Université de Versailles, mais avec la Sodexo qui est implantée, et Robert Cadalbert. Christophe Perales, sur cette question des bibliothèques universitaires, effectivement, il y a des études, une étude de l'Université de Toulouse notamment, qui tendrait à montrer une corrélation très forte entre les horaires d'ouverture, l'accroissement de l'usage d'une bibliothèque universitaire pour les publics défavorisés,
proposé et la réussite, etc. Donc ça fait partie des ingrédients indispensables d'une grande université aujourd'hui. Alors vous avez une nouvelle bibliothèque et vous avez des équipements qui sont moins détériorés que dans Paris Intramuros, ça c'est une évidence. Mais est-ce que c'est simplement une question de moyens? Parce qu'il y a aussi cet usage qu'on fait de la bibliothèque quand on visite d'autres pays où ce n'est pas simplement que du prêt de livres ou de l'accès à de la documentation. Oui, alors dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention. Déjà, par rapport à ce que disait le vice-président étudiant, c'est vrai il disait qu'il est très important qu'il y ait un feedback des usagers pour qu'on améliore la qualité de service. Bon, ça c'est quelque chose qu'on fait en bibliothèque depuis plusieurs années et je pense que c'est en effet fondamental à travers une enquête internationale LibQual qui a été lancée en Amérique du Nord. Et c'est vrai que nous, par exemple, à 50 ans en Yvelines, on l'a fait tous les 2 ans, mais il y a de plus en plus de bibliothèques universitaires qui la pratiquent. Et ça, c'est vraiment important. Ce qu'il disait aussi sur l'information des étudiants, ça c'est une chose qui me frappe beaucoup parce que nous, évidemment, on est dans les campus, les services les plus ouverts, donc on arrive chez nous tout un tas de demandes d'informations qui n'ont pas été traitées ailleurs. Et c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, cette question, elle a été, on a tenté de la résoudre de différentes manières, mais une des pistes principales, ça a été de regrouper, de partir du constat extrêmement pragmatique que les bibliothèques sont quand même l'équipement le plus fréquenté sur les campus, et donc de regrouper dans la bibliothèque tout un tas de guichets, finalement, dans une logique de guichet unique, tout un tas de guichets de services pour pouvoir renseigner les étudiants, que ce soit sur des aspects pratico-pratiques comme le logement, les bourses, les jobs, etc., mais aussi sur le fonctionnement de l'université. C'est le cas dans vos bibliothèques sur l'université? Non, alors là-dessus, je pense qu'on a un retard en France, ou on va dire une marge de progression pour être positif. Marge de progression. Comme vous le rappeliez, en fait, l'étude que vous citiez très exactement, en fait, elle établit une corrélation entre le taux d'emprunt des étudiants, voilà, dans les bibliothèques, moins que les horaires d'ouverture, le taux d'emprunt et la réussite étudiante. Et c'est une étude qui a été conduite par l'Université de Toulouse, mais qui recoupe des études anglo-saxonnes qui ont été conduites notamment en Grande-Bretagne et qui vont exactement dans le même sens. Alors, je dis pas que les horaires ne jouent pas aussi un rôle dans la réussite des étudiants, mais c'est vrai qu'on a tendance en France un petit peu à voir la bibliothèque universitaire comme une sorte de cluster de services et à mettre un petit peu de côté la question de son rôle dans la pédagogie, dans la réussite des étudiants, dans la recherche également. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a à faire évoluer les mentalités pour arriver véritablement à adapter, parce qu'on peut pas le transposer tel quel, mais à adapter le modèle anglo-saxon qui a quand même fait ses preuves là-dessus. Oui, on critique souvent le modèle anglo-saxon, mais dans le domaine des bibliothèques universitaires, alors là, c'est incomparable. Il suffit de s'être promené aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. D'ailleurs, on peut même mettre le modèle suisse, parce que quand on va à Lausanne ou à Genève, enfin, c'est pas loin. C'est assez impressionnant comment les établissements misent sur les universités. Alors, justement, Robert Canalbert, sur le territoire, les collectivités sont en général de plus en plus impliquées sur l'enseignement supérieur et la recherche. Pour une ville nouvelle, c'était consubstantiel, c'est pas seulement à Saint-Quentin, à Cergy-Pontoise, les collectivités aussi ont été très impliquées. Est-ce que le rôle des collectivités dans les investissements, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'immobilier, c'est l'immobilier ou l'immobilier et les services, c'est-à-dire de se préoccuper derrière l'immobilier, parce que l'immobilier, ça a été dit, être l'arbre qui cache la forêt s'il n'y a rien derrière. On sait qu'en France, on a construit beaucoup de mètres carrés dans les universités qui sont sous-occupés, tout simplement parce que l'année universitaire dure peu, la semaine universitaire est souvent concentrée sur 3-4 jours, donc avec un taux d'utilisation très faible. Donc derrière les services, comment vous, comme collectivité, qui financez quand même beaucoup de choses, directement ou indirectement, parce que les transports, les espaces verts, etc., comment vous envisagez cette question aujourd'hui de l'attractivité de votre ville et du campus dans ce cadre-là? L'attractivité de l'université et l'attractivité de la ville, pour nous, va de pair. Alors, on a la chance dans les villes nouvelles, à Saint-Quentin-le-Ville, mais aussi dans les autres villes nouvelles, d'avoir la chance de construire la ville et d'accueillir des nouvelles universités.
Donc effectivement, on a réfléchi un petit peu comment on voulait faire les choses avec l'objectif de rendre à la fois la vie des étudiants, la vie de l'université la plus agréable possible, la plus attractive possible, mais en même temps que la ville soit aussi la plus attractive. Et c'est pour ça que, en particulier à Saint-Quentin-les-Vignes, mais pratiquement dans toutes les villes nouvelles, on a choisi de mettre le campus universitaire au cœur de la ville. Parce qu'effectivement, pour nous, quand j'entends le responsable étudiant dire on a besoin de logements, on a besoin de transport, on a besoin de services publics, il n'y a pas beaucoup de différence entre les besoins de la population en général. C'est des logements, c'est des transports, c'est des services publics. Il y a des spécificités propres aux étudiants, et en particulier, on pourra en parler des lieux de vie, et peut-être qu'un des lieux de vie, c'est la bibliothèque universitaire, mais il peut peut-être y en avoir d'autres. En tous les cas, la grande majorité de l'attractivité du territoire, que ce soit pour les habitants ou pour les étudiants, c'est effectivement cette qualité de vie. Et pour donner un exemple du plateau de Saclay, où se trouve Saint-Quentin-les-Vignes, on a pensé effectivement la ville nouvelle en disant on met l'université au cœur de la ville nouvelle, ça avait beaucoup d'avantages, même pour les gestionnaires d'université, parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper de l'entretien de l'espace public, d'un certain nombre de choses qui sont faites par la collectivité. Mais d'un autre côté, vous prenez l'autre partie du plateau de Saclay, puisqu'on est les parties occidentales du plateau de Saclay, c'est l'est du plateau de Saclay, où là, vous aviez des campus. Le campus de Polytechnique, le CEA, Supélec, tout ce que vous connaissez de la fac d'Orsay qui est montée sur le plateau. Mais là, il n'y avait pas de ville, pas de vie. Et aujourd'hui, même la semaine dernière, on a voté à l'établissement public de Paris-Saclay une ZAC, une ZAC entière. En fin de compte, on a voté la ville dans le campus. À l'inverse de ce qui s'est fait sur la ville nouvelle, on a voté une ZAC avec 2000 logements familiaux, 5000 logements étudiants, des commerces, et effectivement la question c'est où on va se retrouver entre étudiants, donc la ville, ce qui fait la vie, qui fait la qualité de vie sur un territoire, et effectivement cette qualité de vie, aussi bien sûr pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs, mais aussi pour les entreprises, pour les habitants, pour les salariés, c'est ça qui est fondamental dans l'attractivité d'un territoire. Et je dirais, plus loin que l'attractivité du territoire en termes de qualité de vie, c'est aussi l'attractivité de l'université en termes de réussite. Le nombre d'entreprises qui se créent grâce à l'université. C'est un lien très très fort. Il y a aussi, puisqu'on fait des études anglo-saxonnes, il y a des tas d'études qui ont été faites, ils appellent ça les CLUSTI, c'est Cluster et City, nous on appelle ça Cluster Cité, mais il est évident que si on veut que de l'innovation, que des start-up se créent, eh ben, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la ville pour que les gens se rencontrent, vivent ensemble sur un territoire, parce que la vraie innovation, c'est quand des gens s'enrichissent de leurs différences. Alors que le propre des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des chercheurs, c'est de rester entre eux, dans une spécificité très très grande. Ils ne connaissent pas leur voisin qui est dans une autre discipline. Ils connaissent le japonais, l'américain, qui se trouve à 10 000 km et qui travaille exactement sur le même sujet. Mais le voisin qui est de l'autre côté du couloir dans le bâtiment, qui ne travaille pas sur le même sujet qu'eux, ils ne le connaissent pas. Et pour qu'ils se connaissent, eh ben, il faut qu'ils aient lieu de rencontre. Alors, il peut y avoir la bibliothèque universitaire, mais au-delà, il faut qu'il y ait les rencontres sportives, les rencontres culturelles, aller chercher les enfants à l'école, vivre complètement. Et c'est là qu'on a la plus grande satisfaction en termes de réussite universitaire, création d'entreprises, lien entre l'université et le tissu économique, quand on réussit à faire cette synthèse. On a beaucoup d'exemples en France. Quand vous voyez le plateau de Saclay, on dit partout que vu le potentiel de recherche, d'innovation qu'il trouve, on n'a pas beaucoup de création d'entreprises. Vous prenez par exemple Grenoble, qui a 10 fois moins de potentiel, mais qui est dans la ville, et où il y a des réussites beaucoup plus importantes en termes de start-up. Je pourrais prendre l'exemple de villes nouvelles comme Saint-Quentin-les-Vignes et Sophia Antipolis. À l'opposé, Sophia Antipolis aurait dû être une ville nouvelle. Ils ont refusé, mais maintenant, on crée la ville dans Sophia Antipolis pour qu'effectivement, il y ait ce tissu qui est là. Donc il faut, pour moi, assez peu dissocier tout ce qui est attractivité du territoire, qualité de vie des étudiants, des enseignants-chercheurs et qualité de vie sur un territoire. C'est l'ensemble, la symbiose de tout ça, avec son tissu économique, qu'on permet effectivement à un territoire de réussir et à des gens de vivre convenablement sur un même territoire. C'est ça qui est pour moi fondamental. En tous les cas, on investit, et depuis maintenant plus de 10 ans, les collectivités territoriales investissent autant que l'État dans leur université. À Saint-Quentin-les-Vignes, par exemple, on a une UFR des sciences de la santé, anciennement fac de médecine,
qu'on vient de financer, on a mis 8 millions sur la table pour que l'UFR s'installe sur le territoire. Et on travaille avec eux. Alors, est-ce que... Oui, moi, j'ai pas peur de dire, on a un retour sur investissement. C'est vrai qu'il est à long terme. Il est à long terme parce que l'économie est à long terme. Mais on estime qu'un territoire qui a de l'avenir doit croire à sa jeunesse, doit croire en sa université, à ses étudiants. Sinon, effectivement, elle n'a aucun avenir. Merci. Alors, sur cette qualité de vie, cette attractivité, ces services, Philippe Ponnoura pour la Sodexo, quelles sont les tendances que vous observez, non seulement du point de vue, bien sûr, de la Sodexo, qui, comme toute entreprise, doit répondre à des besoins, mais justement, sur ces besoins, selon les zones que vous couvrez, est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez convergent ou est-ce qu'il y a des traits culturels très différents? Comment, quel benchmark, tout compte fait, pouvez-vous nous exposer sur ces tendances? La question, en tout cas, que tout le monde se pose, et c'est d'ailleurs le thème de l'atelier, c'est est-ce que les services sont un investissement ou est-ce qu'ils sont une variable d'ajustement budgétaire? Et ça, on le voit dans toutes les zones géographiques et on le voit dans tous les environnements économiques. Et la manière dont nos clients et nous-mêmes répondons à cette question, c'est est-ce que le service doit être perçu comme une commodité ou est-ce que le service est un élément au service de la performance de nos clients? Et comment on mesure cette performance de nos clients? C'est est-ce que le service contribue à l'atteinte de l'objectif stratégique d'un client? Et c'est vraiment cet axe de réflexion que l'on doit avoir pour répondre à cette question. Si vous voulez, Sodexo, nous, depuis 1966, la vocation de notre entreprise est l'amélioration de la qualité de vie au quotidien des hommes et des femmes. Au départ, on a observé cette question-là sous le prisme de la restauration, puisque c'est notre métier historique, et puis en étant chez nos clients tous les jours, en observant parfois encore plus que nos propres clients, ce qu'on pourrait appeler leurs usagers, qui sont pour nous nos consommateurs, on s'est aperçu de l'importance que revêtait pour eux la problématique du bien-être. Et on a tout simplement observé que le bien-être de ces personnes dans ces institutions est source de progrès individuel et de performance pour les organisations. Et ce constat-là, on peut le faire dans tous les endroits du monde et dans tous les secteurs d'activité. Et le point qui est extrêmement important, c'est que cette notion-là, elle se mesure et elle se mesure très concrètement. Je prends 2 ou 3 exemples. Quand vous concevez des solutions de qualité de vie qui permettent à une clinique de diminuer le taux de démission de ses infirmières, je peux vous dire que la constitution de la solution est bien vue sous l'angle de l'investissement et non pas du coût. Quand, dans une entreprise, vous êtes capable d'augmenter le taux d'engagement des salariés par les solutions de services que vous proposez, alors vous pouvez aborder le sujet sous l'angle de l'investissement. Quand dans un centre pénitentiaire, vous êtes capable, par les solutions de qualité de vie, de diminuer le taux de récidive, vous êtes bien dans cette logique d'investissement. Donc, pour résumer, oui, les services de qualité de vie doivent être perçus comme un investissement, à la condition d'être capable de décortiquer la chaîne de valeur de votre client et de s'assurer que les services que vous prestez contribuent à l'objectif stratégique de nos clients. Si on regarde maintenant uniquement la partie universitaire, on a une expérience riche, puisqu'on est le partenaire de plus de 1000 universités dans le monde, beaucoup aux États-Unis, un petit peu en Angleterre et dans quelques pays européens. Le constat que l'on fait, c'est que ces services de qualité de vie, ils ont majoritairement une vocation. C'est celle d'améliorer les conditions d'apprentissage. Je crois tout à l'heure, monsieur le vice-président le disait, c'est voilà, dans quelles conditions d'apprentissage on met nos élèves pour favoriser leur réussite éducative, leur insertion professionnelle, et un troisième volet qui est leur capacité à devenir, pendant le temps de leur scolarité et après le temps de scolarité, des ambassadeurs de leur université. Deuxième élément, c'est comment ces services de qualité de vie contribuent-ils à l'amélioration des conditions d'enseignement. Et ce matin, dans un autre atelier, on parlait des packages pour les chercheurs, notamment les enseignants-chercheurs étrangers. Comment on leur permet de pouvoir se focaliser sur ce pourquoi ils sont venus, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche, et comment on crée pour leur famille, pour eux-mêmes, un package de solutions de services de qualité de vie pour qu'ils soient les plus productifs dans la mission qui leur a été demandée lorsqu'ils sont venus. Et puis un troisième élément qui est extrêmement important et qu'on a pu observer lorsqu'on a fait l'enquête BVA l'an dernier, c'est les personnels administratifs dans les universités. C'est quels sont les services de qualité de vie qu'on peut leur apporter
pour augmenter pas seulement leur motivation, mais leur engagement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un sens extrêmement aigu du service public, mais comment on peut les rendre encore plus disponibles pour ceux que les étudiants ont envie de les voir faire. Nous, notre offre est extrêmement claire, c'est que on pense que pour arriver à résoudre cette équation, c'est-à-dire oui, il faut créer ces services de qualité de vie, mais on ne sait pas comment les financer, il faut qu'on change le paradigme de l'équation. En tant qu'entreprise, si vous voulez, on a eu des équations extrêmement complexes à résoudre. Comment faire vivre une entreprise quand vous avez des salariés qui veulent gagner toujours plus, des clients qui veulent payer toujours moins, et des actionnaires qui veulent être rémunérés de mieux en mieux chacune des années. Il n'y a pas d'autre solution que la croissance. Là, c'est un peu la même équation prise dans l'autre sens. C'est que pour arriver à trouver les marges de manœuvre pour pouvoir financer ces services de qualité de vie, il faut appréhender la problématique non pas par silo de services, mais en observant la problématique sur une vision plus large qui est le territoire de la qualité de vie. Et il faut permettre aux entreprises qui s'intéressent à ce sujet-là d'avoir l'intégralité de ce périmètre et de pouvoir s'engager sur en quoi chacun des services pris individuellement et dans leur transversalité sont capables d'aider nos clients à atteindre leur objectif stratégique. C'est comme ça que le modèle américain s'est construit, c'est comme ça que le modèle anglais s'est construit. On ne veut pas faire de copier-coller des modèles étrangers à la France, mais en revanche, on veut juste regarder quel est le modèle qui a permis la création de valeur. Et c'est ça véritablement notre approche. Et puisqu'aujourd'hui, la dénomination, je dirais, des rues rencontre université-entreprise, je pense que le lien entre l'université et l'entreprise, il n'est pas que dans la formation de ressources, même si je dirais Sodexo est le premier employeur privé français dans le monde. Donc pour nous, la création de ressources, elle est vitale et elle est notre des défis. Elle n'est pas que dans la recherche, elle est aussi dans comment ce que l'on observe du monde de l'entreprise peut être transposable dans les problématiques de l'enseignement supérieur. Et je pense véritablement là que lorsqu'on parle de comment on attire les talents, comment on fidélise les meilleurs, comment on arrive à aider un client à trouver un positionnement stratégique, comment on aide un client à refonder ses processus administratifs, comment on aide un client à gérer au mieux ses infrastructures en termes de sécurité et de pérennité, ce sont des enjeux que l'on voit dans tous les pays du monde, dans chacune des institutions, que l'on soit dans la santé, l'entreprise, le pénitentiaire, la défense et l'administration. L'enseignement supérieur a les mêmes problématiques. On a publié un manifeste aujourd'hui dont l'objectif est bien de faire connaître nos solutions pour aider l'enseignement supérieur en France à gagner cette attractivité et gagner la compétition qu'elle livre tous les jours. Alors vous avez évoqué, merci, vous avez évoqué le problème notamment des étudiants étrangers, des services ou des packages pour les enseignants-chercheurs étrangers qui arrivent. Je me retourne vers Khaled Bouabdallah parce que bon, alors Lyon est une ville attractive pour les étudiants étrangers, notamment en doctorat. Et là aussi c'est un défi, l'accueil sur une métropole. Et là j'inclus... je ne sais pas si juridiquement c'est juste encore Saint-Étienne, mais le pôle métropolitain, le défi des services aux étudiants étrangers. On sait que la France a eu pendant très longtemps une image assez désastreuse. Il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits. Et là, je crois que les universités ont pris vraiment le taureau par les cornes avec l'aide des collectivités locales. Mais on est quand même encore sans doute loin de la performance qui pourrait être obtenue sur l'accueil des étudiants étrangers. Alors, moi, j'ai aussi une question sur les étudiants étrangers. Est-ce qu'un des problèmes n'est pas lié aussi à la structure de la vie universitaire en France? Et je faisais référence à la durée de l'année et à la durée de la semaine qui crée des trous où, tout compte fait, si on se balade un vendredi sur un campus, souvent c'est quand même très vide. Il n'y a pas les 2 semestres comme il y a dans les grandes universités, ce qui complique à tout point de vue la gestion et peut-être la création d'un sentiment collectif et d'un sentiment d'appartenance. Cette question, elle s'adresse aussi, je crois, à Quentin Pelletier sur la vie étudiante. Si vous permettez, alors effectivement, il y a la question de la vie des étudiants sur les campus avec, je dirais, l'aspect particulier, mais de mon point de vue qui est totalement intégré, des étudiants étrangers. Parce que sur les étudiants étrangers, il y a deux questions. Il y a la question de l'attractivité.
hein, qui effectivement, et on retrouve nos discussions sur la qualité de vie, sur les campus, la qualité du cadre de vie, l'organisation, etc. Et puis, pour les étudiants étrangers, il y a la question de nos modèles d'organisation de travail, etc., qui peuvent parfois sont pas toujours forcément bien adaptés. Bon, vous citez l'organisation de la semaine et comment on occupe en quelque sorte l'espace et le temps sur nos campus. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir des campus attractifs si ces mêmes campus sont déserts 2 jours par semaine, au moins le week-end, plus parfois sur d'autres périodes de temps pendant la semaine. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel les universités ont travaillé, et puis il y a l'occupation, ça fait penser à nos débats sur les rythmes scolaires, mais bon, ça n'a rien à voir, hein. Et il y a l'organisation du temps sur l'année, vous avez parlé des semestres. Les universités sont semestrialisées depuis déjà un certain nombre d'années, hein, en principe. Hein. Donc il y a bien une organisation semestrielle avec un intersemestre qui est plus ou moins long selon les universités et parfois dont on ne sait pas trop comment l'utiliser utilement. Mais on est aujourd'hui sur des calendriers d'université qui fonctionnent sur 10 mois par an, sur 12, c'est pas mal, hein, et sur des semaines que l'on essaye d'occuper le plus largement possible, soit par les formations que l'on dispense, soit par des activités justement des activités qui relèvent de l'engagement étudiant, d'associations étudiantes sur le campus, ou bien encore par des activités qui consistent à valoriser nos équipements, nos locaux, etc., en les mettant à disposition d'autres partenaires extérieurs. Donc on voit bien, alors moi je rejoins ce qui a été dit par monsieur de la Sodexo sur la nécessité d'avoir une approche un peu globale et transversale de l'ensemble des services. Ce que l'on n'a pas aujourd'hui. Je le dis, hein, je pense que globalement sur les universités, on l'a pas encore. On a pris conscience, et on le fait dans beaucoup d'endroits, de cette problématique de qualité de service, de qualité de cadre de vie, de qualité des campus, etc., et du lien qu'on peut faire avec la réussite, et du lien qu'on peut faire avec les collectivités sur les questions d'image, etc., d'attractivité plus globale de la ville, de l'agglo, etc. Mais on n'a pas, je crois encore, c'est pour ça que j'étais très intéressé par ce qui était dit, on n'a pas encore cette approche, je crois, globale, et du coup, effectivement, on peut se heurter à des logiques où les choix, les arbitrages peuvent être faits au détriment d'un investissement qui, lui, pourrait être intéressant, mais qu'on ne sait pas complètement évaluer. Parce qu'on n'a pas la bonne approche, qui doit être une approche globale et transversale. Mais bon, on apprend, et c'est un sujet, je dirais, d'actualité, et sur lequel les universités progressent. Mais là, je vous rejoins sur l'idée que c'est important et qu'il y a une vraie marge de progrès, je ne sais plus qui a utilisé cette expression tout à l'heure, sur cet aspect-là, il y a une vraie marge de progrès, je crois, pour les universités. Et si vous me permettez, je rejoins tout à fait votre propos, et je trouve qu'il y a 2 vertus à ça. La première, c'est qu'on s'est aperçu que notre contribution à l'objectif stratégique de nos clients était directement proportionnelle à la capacité que l'opérateur, que ce soit nous ou un autre, avait à endosser pleinement la responsabilité de la qualité de vie. C'est-à-dire que plus votre responsabilité est pleine et entière, plus l'impact que vous avez est grand. À tel point que nous, aujourd'hui, notre rémunération est indexée à l'atteinte de l'objectif de l'université. Si l'université a pour objectif de diminuer le taux d'abandon au terme de la première année, la rémunération de Sodexo est liée à cet objectif-là. Et puis, le deuxième élément que vous évoquiez sur l'intérêt de la globalité, on va l'appeler comme ça, c'est aussi les marges de manœuvre financières. C'est-à-dire que lorsqu'on raisonne par silo, vous avez des services qui sont non rentables et qui, dans tous les cas de figure, seront non rentables. Il faut être capable de les... Et pourtant, ils ont une vraie valeur de service. Mais si on ne vous donne comme terrain de jeu que celui-ci, alors vous vous priverez d'un opérateur capable d'apporter cette solution qui, pour autant, est attendue. Et pour arriver à la financer, il faut arriver à trouver
je dirais, une autre assise financière permettant de financer ce service-là, quoi. Et je crois que l'équation résidera beaucoup dans la capacité à réduire un certain nombre de coûts, la capacité à augmenter des recettes et des ressources pour pouvoir financer ces services nouveaux, quoi. Et voilà, je suis pas grand clair, mais je crois que l'équation se trouve assez facile. Enfin, on peut la résoudre, à mon avis, en raisonnant comme cela. Alors on va revenir de toute façon sur le détail des services. Juste avant, je voulais donner la parole à Quentin Pelletier sur les étudiants étrangers, mais plus généralement aussi sur ce qu'il perçoit de la mentalité étudiante en 2013 et le degré d'implication, parce qu'il y a souvent des services qui sont proposés aux étudiants, semble-t-il, qui sont pas non plus utilisés, enfin, où on peut avoir des équipements sportifs, c'est pas garanti que les étudiants les utilisent. Alors, il y a aussi peut-être ou sur la vie associative, l'implication est quand même contrastée selon peut-être les niveaux d'études, les filières, etc. Alors, quelle est votre opinion sur cet aspect-là ? Alors, en effet, je reviens dans un premier temps sur les étudiants étrangers, voilà, leur situation, pour faire un petit focus et puis donner quelques éléments concrets sur ce dossier-là, et notamment à Nantes. Et là, je ne peux que rejoindre Monsieur Cadalbert quand on s'entend pour dire que, en effet, l'université fait partie à part entière du territoire et qu'on doit évaluer les problématiques d'une manière globale. C'est d'autant plus vrai, et on peut s'en féliciter sur Nantes au niveau de l'accueil de ce public étranger, puisqu'on a réussi à intégrer l'étudiant à l'université, à intégrer l'étudiant étranger au territoire via un dispositif spécifique, un guichet unique qui réunit au sein de l'université l'ensemble des services nécessaires à l'accueil de ces étudiants qui arrivent dans un territoire qui est parfois, enfin même très souvent inconnu, avec des difficultés que l'on peut envisager. Donc voilà, ce guichet unique qui permet au sein de l'université de remplir l'ensemble des formalités nécessaires à la réussite des parcours. Et puis derrière, je rejoins également Monsieur Bouabdallah sur le rôle du tissu associatif, vous le soulignez, puisque, comme je le disais dans ma première intervention, plus que tout, l'implication associative, le soutien au tissu associatif en matière d'accueil des étudiants étrangers joue un rôle primordial. Voilà. Et puis, je rejoins également ce qui a été dit par la Sodexo sur la dichotomie commodité et atteinte des objectifs. Là, encore une fois, sur l'accueil des étudiants étrangers, on se rend compte que, les services en matière de qualité de vie, les services en matière d'information nous permettent véritablement d'atteindre nos objectifs et que leur prise en compte sont un facteur essentiel de notre réussite. Donc plus que tout, en effet, là je ne peux aller que dans ce sens-là. Sur l'implication des étudiants dans l'université de manière globale et leur perception des dispositifs mis en place, c'est extrêmement diversifié, c'est en fonction des composantes, en fonction, on parlait des emplois du temps, de ce qui est dans la mesure du possible et ce qui ne l'est pas pour un étudiant. Mais je pense que les mentalités changent. Nous, on le voit à Nantes. Quand on accorde de la confiance aux étudiants, quand on leur donne la parole, par le biais de leurs élus, par le biais de leurs associations, on se rend compte que derrière, là, on parle aussi de retour sur investissement, mais sur un plan différent, on a un retour d'information. On a véritablement l'idée de coaction dont je parlais tout à l'heure, qui permet de ne pas mettre en place des dispositifs pour mettre des dispositifs, mais de mettre des dispositifs qui répondent à des besoins et sur lesquels on peut pointer une évaluation et des améliorations. Ça passe, selon moi, par l'implication des étudiants dans l'université. C'est toute la difficulté et les messages qu'on entend souvent de l'étudiant consommateur, l'étudiant usager. Moi, je pense véritablement que l'étudiant, il fait partie de la communauté universitaire, qu'il a son rôle à jouer et que plus on lui donnera la parole, plus on aura un retour sur les dispositifs qu'on veut mettre en place et plus on sera efficace dans nos politiques. Là, en l'occurrence, pour ma part, une politique de vie étudiante, plus on arrivera à nos objectifs. Donc un message de confiance. Je rappelle qu'il y a quelques années, il y avait très peu de vice-présidents étudiants dans les universités. Enfin, ça a été un changement très important et les vice-présidents étudiants ont de plus en plus de vraies responsabilités. C'est aussi un deuxième changement important, donc un message de confiance. Christophe Perales, puis on reviendra je reviendrai sur une des propositions de M. Pournoura de Sodexo.
Oui, moi je voulais rebondir sur ce qui a été dit parce qu'il y a beaucoup de choses que je partage. Monsieur Boabdallah tout à l'heure rappelait que le contexte budgétaire actuel est très contraint et c'est vrai que c'est pour moi un des risques que je vois sur les questions justement d'investissement parce que disons les choses un peu brutalement, si on regarde les choses de manière purement budgétaire, grosso modo, la recherche ça rapporte de l'argent, la formation ça coûte. Donc la tentation est grande à un moment donné de laisser, de sacrifier un certain nombre de choses pour arriver à tenir son budget. Et bon, c'est une vue évidemment qu'il faut arriver à dépasser. Lorsqu'on parle d'investissement, de toute façon, on est sur des choses qui en effet vont produire de la valeur, mais pas forcément budgétaire ou pas tout de suite. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a un certain nombre de leviers, en effet, qui ont été soulignés, qui sont à exploiter. Et nous, on le voit en bibliothèque. Alors, le premier, moi, que je retiens, qui a été soulevé, c'est de réunir les services, de faire travailler entre les services ou les différents acteurs de la communauté universitaire. Et c'est vrai que là, on rejoint le problème que vous souleviez des rythmes universitaires. C'est pas toujours facile. C'est vrai que si vous venez le vendredi ou le samedi sur un campus, vous trouverez la bibliothèque ouverte. Parfois, elle est un peu toute seule. Bon, ça, c'est un petit peu difficile. Et je pense que aussi, il faut qu'on arrive à exploiter pleinement les services qui existent. Je pense qu'il y a beaucoup de sous-exploitation, parce qu'il y a peut-être encore beaucoup de barrières mentales, beaucoup de sous-exploitation des services. Je vais prendre l'exemple des bibliothèques que je connais bien. C'est vrai que je disais tout à l'heure, elles sont vues très souvent un petit peu comme soit des robinets à documentation, soit des plateformes de services, mais pas vraiment comme des acteurs pédagogiques ou de recherche. C'est ça qui distingue les bibliothèques universitaires françaises de leurs homologues, on disait anglo-saxons, mais si on va se balader dans les pays scandinaves, germaniques, c'est encore mieux. C'est encore mieux, le modèle est encore plus beau. C'est vrai que je crois qu'il nous manque plus grand-chose. Il y a beaucoup pendant longtemps, les bibliothèques universitaires ont été sous-dotées, sous tout ce qu'on veut. Bon, il y a eu un rattrapage dans les années 90 quand même en termes d'immobilier. Bon, c'est pas le cas partout encore, mais moi, dans mon université, par exemple, grâce à la région Île-de-France, bon, c'est très clair, on a des équipements extrêmement modernes. On a évidemment des budgets qui sont un petit peu bas par rapport à ceux des budgets d'acquisition, qui sont un petit peu bas par rapport à nos homologues des autres pays. Mais par contre, en termes de services, on a déjà tout ce qu'il faut, et même souvent presque mieux que ce qu'on peut trouver à l'étranger. Parce qu'il faut aller sur les bibliothèques des campus américains ou québécois. On se fait beaucoup d'idées quand même parfois. On arrive, on se dit « Ah bon, mais finalement, ça n'était que ça ». Mais c'est vrai, voilà, il y a un déploiement de moyens, mais il y a aussi surtout une insertion de la bibliothèque dans la pédagogie, dans les activités de recherche, à différents niveaux. Je vais prendre un exemple tout bête pour caricaturer un peu, mais pas tant que ça. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, vous ne mettez pas les pieds en cours sans avoir lu un certain nombre de choses. La pédagogie s'appuie sur la documentation. Et le cours est là, non pas pour faire un digest de la littérature existante sur le sujet, puis à la fin de distribuer de coûteux polycopiés, parce que je caricature un peu, mais c'est souvent comme ça, malheureusement encore, mais pour discuter des lectures qu'on a pu rencontrer, pour confronter les différents points de vue, pour expliciter les points obscurs, etc. Ça, c'est déjà, je dirais, le premier étage de la fusée. Et puis là-dessus, les anglo-saxons ont créé ce qu'on appelle le Learning Center, vous y faisiez allusion tout à l'heure, où là, il s'agit en fait de prendre acte que nous sommes passés en 15 ans d'une situation de pénurie documentaire à une situation de déluge informationnel, dans lequel les étudiants, les enseignants et les bibliothécaires parfois sont perdus, et que ça s'apprend. Et que ça s'apprend donc par un certain nombre d'interventions méthodologiques, mais que ça s'apprend aussi entre pairs. Moi, je suis très frappé. On a beaucoup. Enfin, il y a 10 ans, on prévoyait la disparition de la bibliothèque. On disait, il va plus y avoir de bibliothèque, tout est en ligne. Et aujourd'hui, il y a un retour du lieu qui est extrêmement fort, parce qu'en effet, les gens ont besoin de se rencontrer, et parce que une grande part de l'apprentissage se fait dans ces interstices qui sont en dehors du cours. Je dis toujours aux enseignants, vous allez à l'autre bout du monde suivre une conférence. Pourquoi vous partez à l'autre bout du monde suivre une conférence ? Dans une semaine, elle sera en ligne. Mais si vous y allez, il y a bien une raison, et une raison tout à fait valable. C'est parce qu'en fait, beaucoup des choses intéressantes que les enseignants, chercheurs apprennent dans les conférences se passent en marge de la conférence. Et bon, moi-même, je vais dans des journées d'études ou dans des manifestations scientifiques, et c'est là aussi que ça se passe. Et bon, c'est avoir cerné
ces interstices qui a permis de mettre en place donc ces dispositifs d'apprentissage que sont les learning centers, où en fait simplement on fait une grande part à l'apprentissage entre pairs autour de l'outil informatique. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui qui évolue beaucoup, c'est que l'usage, on parle toujours de la génération Y, bon, qui est un peu un mythe, hein. Les étudiants d'hier, ils sont comme ceux d'aujourd'hui, simplement, ils ont une pratique peut-être plus collective de l'outil informatique. Et c'est ça qui est venu essayer de fédérer l'idée du Learning Center en exploitant au maximum le potentiel pédagogique de la bibliothèque. Alors vous faites référence au pair, hein, au parrainage. Hein. Derrière le mot pair, il y a le mot parrainage. Bon, c'est l'histoire des emplois étudiants dans les universités au moment des pré-rentrées. Alors ça s'est beaucoup développé sur les pré-rentrées. On a fait appel aux anciens. On a essayé sur les bibliothèques universitaires. On a un état des lieux contrasté. Est-ce qu'à l'échelle vraiment des universités du futur, ce n'est pas ça l'avenir, ce compagnonnage permanent avec les étudiants plus anciens, pas forcément d'ailleurs de Master 2, même si quand on va dans des universités étrangères, on voit le rôle considérable que peuvent jouer les étudiants de Master par rapport aux étudiants de première année, y compris dans la socialisation des étudiants. Donc là, on revient à la dimension service. Alors peut-être, Quentin Pelletier, vous aussi, Monsieur Pondnoura, sur la tendance internationale, sur la gestion des emplois étudiants. Et ça a un impact aussi sur une collectivité locale de fixer des emplois étudiants au sein des établissements, parce que c'est un cercle vertueux, peut-être économiquement parlant, des emplois de proximité qui ne perturbent pas les études. Christophe Perlès, vous avez des emplois étudiants dans votre... Oui, comme beaucoup de bibliothèques universitaires. Je pense que ce sont des emplois qui sont à la fois appréciés par les étudiants, évidemment, parce que c'est quand même mieux de travailler dans une bibliothèque universitaire que dans d'autres contextes. Et puis, pour les professionnels, c'est un apport qui aujourd'hui est essentiel si on veut réaliser l'objectif des horaires d'ouverture élargis, parce que les étudiants, justement, sont disponibles à des moments, sur des tranches horaires où les permanents de la bibliothèque sont plutôt, ont leur vie de famille, etc., alors que les étudiants, ils sortent de cours, et s'ils peuvent travailler, ça les arrange plutôt de travailler en soirée ou le samedi qu'en pleine journée où ils ont des cours. Et c'est vrai que nous, on s'appuie, au-delà de la présence pour pouvoir ouvrir la bibliothèque, nous, on s'appuie beaucoup, je pense que je ne suis pas le seul en France, je suis même sûr du contraire, on s'appuie beaucoup sur, justement, la médiation qu'ils sont capables d'effectuer à destination de leurs camarades, parce que souvent, ça passe beaucoup mieux quand ça vient d'un étudiant, où il y a un intérêt qui est suscité chez l'étudiant, si c'est un étudiant qui s'adresse à lui, que si c'est un professionnel des bibliothèques, qui peut être... Une parole plus légitime. Qui apparaît aux étudiants plus légitime, oui. Si je peux me permettre de réagir très rapidement, en effet, il y a cette dimension-là, et je pense, en tout cas, nous, c'est un travail qu'on est en train de mener actuellement. Il y a aussi une logique de perception de l'information. En effet, le message passe bien quand c'est un père qui le délivre, mais il y a aussi l'idée qu'à certains moments dans les universités, notamment sur les temps de rentrée, on a tendance à vouloir délivrer un maximum d'informations, en se disant... Au 15 octobre, ou au 1er octobre, il faut que l'étudiant il ait toutes les clés en main pour le reste de son cursus. Je pense que le père, l'étudiant plus âgé, l'étudiant de Master 1, Master 2, il a réussi à percevoir l'information utile au moment utile. Et c'est aussi, à mon avis, pour ça que ça réussit, c'est parce que on délivre pas un surplus d'informations, on ne noie pas. Moi, j'ai vu cette année des réunions de rentrée qui ont duré 5 heures. 5 heures. Non, encore une fois, qui dit mieux. c'est anecdotique, mais la réflexion est en cours, ça marche à certains endroits, notamment dans certaines composantes à Nantes, et c'est en effet la perception de l'interlocuteur, mais aussi la perception de l'information. Khaled Bouabdallah, je m'empresse de dire que un étudiant ne remplace pas un professionnel de bibliothèque, hein, parce que sinon je vais avoir des problèmes avec mes collègues. Les étudiants sont formés par les personnels de bibliothèque, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire cette médiation. Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, par exemple sur la méthodologie documentaire. La tendance pendant longtemps, ça a été d'essayer de caser justement dans ces semaines de rentrée ou quinzaines de rentrée, allez hop, tous les apprentissages méthodologiques, alors qu'aujourd'hui, on arrive à faire passer quand même un petit peu le message que si on veut vraiment quelque chose d'efficace, il faut tisser ces apprentissages méthodologiques avec les apprentissages disciplinaires tout au long de l'année, même tout au long du cursus, en prévoyant des progressions pédagogiques. C'est pas facile à faire entendre parce qu'évidemment les enseignants sont parfois un peu menacés, ils ont l'impression qu'on met le nez dans des questions pédagogiques qui ne regardent qu'eux, mais petit à petit, l'idée fait son chemin, ce décloisonnement dont on parlait tout à l'heure arrive petit à petit à avancer.
Oui, moi je voulais juste te dire que la qualité de vie sur les campus, c'est vraiment l'affaire de tous, de tout le monde, hein, dans les établissements, les étudiants bien sûr, mais aussi les personnels, et les emplois étudiants, l'engagement associatif, le service civique, enfin bref, toutes ces initiatives-là concourent à engager, à impliquer tous les usagers, tous les acteurs de l'université vers une démarche d'amélioration de nos conditions de travail, nos conditions de vie commune. Ce que je veux dire par rapport aux emplois étudiants simplement, c'est que il s'agit vraiment à mon sens, hein, de vrais emplois que l'on doit valoriser, que les étudiants doivent valoriser, parce que ça valorise des compétences des étudiants. Et ce sont des emplois extrêmement utiles pour les universités. Simplement, on le sent bien, et le collègue des bibliothèques vient d'y faire une petite allusion, que parfois on se retrouve dans des situations un petit peu de concurrence, entre guillemets, entre les emplois étudiants et certains professionnels qui estiment que ça peut à un moment donné limiter leur capacité d'action, parce qu'ils considèrent que le seul modèle possible, c'est le modèle du poste de statutaire fonctionnaire, etc. Et que, bien entendu, que c'est très bien et que je ne suis pas contre, mais en même temps, si on veut effectivement améliorer un certain nombre, la qualité des services, c'est important évidemment qu'il y ait des fonctionnaires, mais c'est important aussi que les étudiants participent par leur travail aussi à un certain nombre de tâches. Je crois que c'est important et que c'est pas une façon de dévaloriser ni le travail étudiant, ni le travail des professionnels qui a toute sa place, bien entendu. Il ne s'agit pas de substituer, il s'agit vraiment de faire de la complémentarité pour améliorer le service global rendu à l'étudiant. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui manque dans les universités au sens général, en direction des personnels, que ce soit enseignants-chercheurs ou BIATS, sur la notion de service, justement, aux étudiants, cette communauté d'intérêt autour des services, et peut-être, comme les universités sont entrées dans l'ère de la gestion des ressources humaines, avoir une professionnalisation de cette approche service. Alors, Philippe Ponnorat, il faisait référence sur, on en discutait avant, sur les plateformes pétrolières, les services que gère la Sodexo, mais l'université de plus en plus autonome, et là je ne suis pas dans un débat idéologique, dans un débat très concret, gère sa masse salariale, gère la formation de ses personnels et entre dans un nouveau paradigme où il faut dans tous les domaines être professionnel dans l'immobilier, mais être professionnel dans les services étudiants et être moins peut-être dans le bénévolat qu'il pouvait y avoir avant, même si on fait appel aux bonnes volontés étudiantes, à l'esprit d'initiative. Est-ce que ce n'est pas des métiers nouveaux aussi qui doivent émerger dans les universités ? Je me permets. Je ne sais pas si la problématique est forcément une question de métier nouveau. En tout cas, je sais que, encore une fois, pour parler de l'exemple nantais, dans le pendant de ce dont je viens de vous parler au sujet de la perception de l'information, c'est qu'il a fallu identifier les acteurs qui étaient sollicités par les étudiants au moment il y avait un ressenti de besoin d'information, un besoin d'information. On s'est rendu compte que dans l'ensemble de nos composantes, pour rappel, l'Université de Nantes, c'est 110 bâtiments, 21 composantes. L'interlocuteur privilégié de l'étudiant quand il rencontre un problème ou quand il a besoin d'une information, c'est l'agent d'accueil. L'agent d'accueil qui souvent est là, est un relais des enseignants, est un relais des personnels administratifs, des services administratifs, des composantes, mais très peu un relais des étudiants. On renvoie souvent vers les scolarités, vers les services centraux. Mais on a fait le choix de se dire qu'il fallait valoriser ces personnels-là, qu'ils étaient présents sur l'ensemble de nos campus, qu'ils avaient un rôle à jouer, et on a décidé de former l'ensemble de ces personnels à l'accueil du public étudiant. Quel renseignement ? Comment est-ce qu'on accueille le public étudiant ? Et c'est en ça que je vous rejoins tout à fait, parce que l'emploi étudiant, en effet, c'est une solution, mais c'est d'abord pas la seule, et puis surtout, on ne peut pas la mettre en œuvre tout le temps. Donc, sur l'ensemble de l'année, nos relais identifiés, en termes d'information, en termes de moyens de l'Université de Nantes, c'est nos personnels d'accueil. Et on les valorise à ce titre. Et je pense que c'est extrêmement important.
Monsieur Cadalbert, juste avant, est-ce que ça fait écho chez vous sur le travail, je pense aux administrés, la relation avec les administrés, l'investissement dans cette direction, les métiers nouveaux, la formation, le retour que vous pouvez avoir de vos administrés sur la qualité du service? Est-ce que ce que disait Quentin Pelletier fait écho chez vous? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, l'image d'université dans un territoire, c'est quelque chose de positif. Vous faites une interview des habitants, ce qu'ils trouvent bien sur leur territoire. L'université, c'est toujours autour de plus de 90%, c'est positif. Il n'y a personne qui me dit une collectivité qui investit dans une université, c'est un placement, je dirais un placement sans risque politique. Hein. C'est vraiment indexé sur le franc suisse. C'est le meilleur. Il y a deux choses. Alors quand vous faites dans une fac de médecine dans une université, alors là c'est le top. Hein. Vraiment, vous ne pouvez pas faire mieux en termes d'investissement par rapport à l'opinion publique de vos concitoyens. Donc pour moi, ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, c'est que l'objectif c'est le bien vivre sur le territoire, bien vivre dans l'université, bien vivre, mais en étant une université ouverte. Le problème qu'on a, c'est qu'on est tellement bien sur soi, on a tendance à se renfermer sur soi. Et il y a des besoins de services publics dans l'université, des services spécifiques pour les étudiants et pour les enseignants-chercheurs, mais la grande majorité des services sont des services qui doivent être ouverts et communs au reste de la population d'un territoire. Moi, je préfère que les étudiants de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-les-Vosges, aillent à la scène nationale de Saint-Quentin-les-Vosges, suivre les cours, les activités de la scène nationale qui est financée par la collectivité et l'État, plutôt que de créer le théâtre dans l'université. C'est important, au travers de tous ces services, que effectivement, on ne s'enferme pas dans des services spécifiques à l'université. Et c'est vrai que dès qu'il y a une rentrée, alors je ne sais pas si ça dure 5 heures ou pas, en tout cas on met, nous, un bureau pour renseigner les étudiants sur tous les services qu'ils ont sur le territoire. C'est important que se fasse. Alors, c'est vrai que, sans entrer dans le détail des logements, d'autres choses, on a même fait du logement chez l'habitant. Hein, c'est le summum, je dirais, pour moi, de l'intégration dans le territoire, même si souvent, on parle dans cette condition-là que c'est vu, c'est plutôt pour des conditions obligatoires financières et autres que ça se fait, mais c'est vrai que c'est un élément majeur d'interaction très forte entre les étudiants et effectivement le territoire. Mais au-delà de l'aspect de que nos étudiants vivent bien sur un territoire, apprennent bien les compétences, le retour sur investissement, c'est aussi, et dans le lien de votre colloque entre les entreprises, que le potentiel de recherche, d'enseignement se trouve sur le territoire, conduise à de l'innovation, à de la création d'emplois, à de la création d'entreprises sur le même territoire. Donc cet ensemble, et plus il y a du lien indirect sur d'autres sujets sportifs, culturels, social en général. Votre stratégie, c'est le partage des services, le théâtre, les équipements sportifs. Je vois le président de l'université de Versailles. Je ne sais pas, vous partagez. C'est tout à fait ça. Hein. Et à commencer par le partage du territoire. Quand je disais qu'on n'a pas voulu un campus fermé dans un coin à côté de la ville, ce qui s'est fait quand même dans beaucoup d'endroits, on a voulu que le campus soit le territoire, l'espace public. Vous savez, les parcs qui sont dedans, ce sont les parcs à la fois pour les habitants et pour les étudiants. Plus l'espace est partagé, plus on crée de liens sociaux entre les étudiants, entre les enseignants-chercheurs et entre les entreprises et la vie, quoi. Plus on crée du lien sur un territoire qui permet la vie, plus on aura de retour sur investissement. Merci. Alors, Christophe Perales, est-ce que ça veut dire que le modèle futur, ça va être ce qui se passe à Lausanne avec le Learning Center, payé par Rolex, au passage, en grande partie, faut le rappeler, et qui, sans contrepartie, hein, c'est Rolex qui a payé, mais où les habitants de Lausanne viennent le week-end, c'est ouvert le week-end pour que les gens visitent, voient. C'est-à-dire que le PFL n'est pas dans la ville, mais la ville vient le week-end dans le PFL. Donc les équipements documentaires, les services, ce qui est une source visiblement de fierté pour la communauté académique et étudiante, le fait que la ville les honore le week-end en venant, on va voir cet équipement. Voilà. Est-ce que c'est vers ça qu'on va aller, par exemple dans une ville nouvelle comme Saint-Quentin, que le réseau des bibliothèques universitaires soit à disposition à terme de la population avec tous les effets bénéfiques pour les étudiants dans l'intégration? Alors il l'est déjà.
Ils le sont déjà. Les bibliothèques universitaires sont des bibliothèques publiques, elles sont financées par l'impôt, donc elles sont ouvertes à tout un chacun. Bon, c'est vrai que les fonds qu'elles conservent font que le grand public n'est pas super attiré quand même par les bibliothèques universitaires. À Lausanne, c'est particulier parce que je pense qu'ils viennent profiter du bâtiment. Et de quelque chose, mais elles sont ouvertes. Nous avons à peu près 300 lecteurs inscrits qui ne sont pas des lecteurs de l'université, par exemple. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Vous posiez la question tout à l'heure des nouveaux métiers. Bon, il y a sûrement des nouveaux métiers autour du numérique et autres, mais je crois que déjà, arriver à changer, et ça rejoint la question du lien avec la ville, arriver à changer la manière de travailler des personnels en ayant une approche beaucoup plus orientée usager, faire que le bibliothécaire soit moins centré sur ses collections, mais plus sur l'usager, que l'informaticien soit moins centré sur la question des outils, mais plus sur les services à l'usager. Je pense que déjà, si on réussit ce travail managérial-là, et il y a du travail, même si on a fait des progrès, il y a encore une marge de progression, comme je disais tout à l'heure. Je pense que déjà, là, on va en effet vers quelque chose qui est positif et qui, en termes de retour sur investissement, sera beaucoup plus visible pour l'université ou pour la communauté locale dans laquelle elle se situe. Alors, moi, je voudrais rajouter, parce que vous dites c'est bien, et je trouve que c'est bien que les habitants de Lausanne aillent dans l'université le week-end, mais c'est encore mieux qu'ils vivent tous les jours dans l'université. Ça, c'est ça le fin du fin, parce que effectivement, c'est bien d'y aller de temps en temps, mais plus on intégrera les services de l'université dans les services de façon générale de la ville, plus on en aura de bénéfices. Et plus ça sera facile de mutualiser. Le maître mot, on dit tout le monde, il n'y a plus d'argent public, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais on a un facteur important, c'est on peut utiliser de mieux en mieux l'argent public. C'est là qu'il y a une zone de marge de progression. Et pour les utiliser de mieux en mieux, c'est dans la mutualisation. Université, moi, ma demande aujourd'hui, une population qui vieillit, c'est d'aller suivre les cours dans l'université. Voilà. Donc l'objectif, c'est que ce ne soit pas le week-end qu'ils aillent voir un campus vide à Lausanne, c'est que tous les jours, ils aillent suivre la conférence du professeur machin, un truc. Ça se fait déjà. Il y en a une ce soir, très bien. Mais le fin du fin, c'est ça. C'est qu'effectivement, même si bien sûr, il restera heureusement des spécificités à l'université, de centres de formation de recherche, mais que les habitants, et à l'inverse, sont chez eux à l'université. C'est ça, l'université ouverte dans les services. Et qu'effectivement, et vous le verrez de plus en plus, on a beaucoup l'exemple de Caen, de l'université populaire dont on ferait tout ça, mais avoir non seulement accès à la connaissance, surtout quand on a un peu plus de temps, quand on est à la retraite, autre chose, et plus quand on est à la retraite et sur la fin de sa vie, on cherche beaucoup plus du sens de la vie. Donc trouver du sens à la connaissance de ça, c'est quelque chose de fondamental et ça permet que l'université soit au cœur, un moteur de la connaissance et de donner de la philosophie et de la discussion et du lien social. Merci. Alors, Khaled Bouabdallah, Lyon, il y a un schéma directeur universitaire qui est multiforme. Quid des services, justement, dans ce schéma directeur ? Là-dedans, effectivement, il y a eu cette démarche de schéma directeur universitaire qui s'est co-construit en quelque sorte avec les universitaires, les usagers, etc. et la collectivité locale. Et je crois que ça, c'est une démarche de ce point de vue-là qui est tout à fait intéressante. Je voudrais juste vous citer un extrait de ce schéma de développement universitaire qui illustre bien, je crois, dans quel esprit celui-ci a été fait. Accueillir les étudiants à l'université, les aider à découvrir leur univers, faciliter leur intégration dans leur établissement et dans la ville, revient à leur permettre de réussir leur parcours et devenir les ambassadeurs de la métropole lyonnaise. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux partagés autour de la qualité de l'accueil, autour de la qualité du cadre et que tout ça relève, ça doit s'inscrire ensuite, ça doit se concrétiser par des opérations, des actions, etc. et qui ont été déclinées à différents niveaux, qui ont été déclinées au niveau de l'agglomération elle-même, par des logiques d'appropriation de la ville, par les étudiants notamment, au niveau des campus, par des appropriations des campus, et au niveau des établissements, on en a déjà beaucoup parlé. Donc on voit bien que c'est une démarche extrêmement construite et organisée pour justement donner du contenu à tout ce que l'on vient de dire.
Merci. Alors, un des aspects sur l'image de l'agglomération de la métropole lyonnaise, c'est que quand on raisonne sur les services dans les universités américaines, une des raisons majeures de l'investissement dans les services aux étudiants, c'est non seulement que les étudiants payent des droits d'inscription, on va pas ouvrir ce débat ici, mais c'est surtout qu'on cible le réseau des anciens qui vont être de futurs contributeurs à l'université. Donc on estime que soigner les étudiants, c'est un investissement parce que demain, s'ils font fortune, ou même s'ils ne font pas fortune, ils redonneront à leur établissement. Donc alors, est-ce que ça fait partie des services qui sont développés aussi par vous et qui peuvent être développés dans l'ensemble des secteurs? Aujourd'hui, ce principe-là, on ne l'a pas encore observé dans les grandes écoles en France. Il existe des associations d'anciens, mais on ne nous a pas sollicité pour faire de ces associations d'anciens, on va dire, une manne économique. En revanche, c'est vrai que dans le modèle américain, on est sollicité là aussi pour faire en sorte que pendant toute la vie, pendant toute la présence de l'étudiant au sein de l'université, il soit un ambassadeur et qu'il ait ce rôle de commerçant, on va dire, ou en capacité de commercialiser son université. Ce que l'on voit un petit peu en France, c'est certaines écoles nous ont demandé de, on va dire, faire du merchandising, ou en tout cas de décliner pourquoi pas avoir des lignes de vêtements, et on est en charge de la commercialisation de ça, et ceci permettant un petit peu de financer un certain nombre de services. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même encore très occidental. Merci, mais je crois qu'on a non pas épuisé le sujet, mais levé des pistes sur ces services aux étudiants. D'ailleurs, je remarque que c'est des débats qui progressent quand même. Enfin, franchement, on le sent dans le monde universitaire français. On sait la tradition dans les grandes écoles. Encore que sur les grandes écoles françaises, quand on approfondit le niveau de service par rapport au prix payé, et pas comparable d'ailleurs aux universités américaines, il n'y a pas le même investissement, et ça c'est culturel à mon avis, dans le rapport à l'étudiant qui existe dans ce pays. Je citerai pas de nom, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les universités ont des progrès, mais pas que. Ont des progrès à faire, mais pas que. Donc je crois qu'on a des sujets qui vont devenir de plus en plus importants parce que la compétition pour attirer les étudiants, pour fixer les enseignants-chercheurs. On le voit sur l'attraction qu'on doit exercer pour faire venir les meilleurs enseignants-chercheurs. C'est pas forcément les salaires, c'est s'occuper de la famille, c'est s'occuper des visas aussi, la question des visas et des simplifications administratives. Donc l'idée de ce débat, et je vous remercie, c'était d'avoir une vision plus diverse, même si on n'a pas tout vu, on n'a pas creusé, mais ça pourra venir la question du sport universitaire qui est quand même en France là encore un parent, j'oserais dire très pauvre. J'ai pas étudié beaucoup le sujet, mais quand même qui se développe K1, K1, mais qui mériterait peut-être beaucoup mieux. On avait volontairement centré un peu sur les bibliothèques universitaires. Il fallait choisir un angle tout simplement parce que les bibliothèques universitaires, c'est un standard international et puis c'est le moment qui permet à des étudiants de rester sur les campus. Et si on veut des services, il faut bien qu'ils soient présents et pas qu'ils retournent chez eux parce que les bibliothèques universitaires tout simplement sont fermées. Donc c'était un peu un parti pris, mais vous l'avez compris, il faut dans les débats faire des partis pris. Je vous remercie vraiment de votre collaboration et vous aurez l'occasion de lire la suite, notamment dans les publications d'AEF, parce que nous allons continuer. Ça m'a donné des tas d'idées pour approfondir ces sujets avec vous tous. Voilà. Merci beaucoup.